Bonjour, nous voici Ancre dans une nouvelle vidéo avec Kuromaku Recap. Si tu aimes les récaps d'anime, abonne-toi car tu vas être bien servi. Commençons. Shu est un loser de 20 ans dont les parents ont été éliminés par des entités démoniaques quand il était enfant. Cependant, sa propre copine est aussi une démon-fille aux cheveux roses qu'il peut satisfaire à tout moment pour la dynamiser comme un réacteur nucléaire. Ce duo gère ensemble une société militaire privée douteuse, mais ils sont si mauvais dans leur travail qu'ils finissent toujours fauchés. Je vais utiliser toutes mes forces pour en finir. Maintenant, peux-tu baisser ton épée de... Un après-midi, dans la trépidante ville de Béron, un démon nommé Kisara se rend à l'appartement de Shu, qui fait aussi office de bureau. Elle réalise que Shu a verrouillé la porte de l'appartement et utilise donc ses pouvoirs magiques pour se faufiler à travers le mur. Elle est déterminée à lui cuisiner un repas, mais découvre bientôt que l'électricité a été coupée car Shu n'a pas payé la facture depuis plus de 3 mois maintenant. Malgré ce contretemps, Kisara décide de préparer le dîner à la lumière des bougies. Pendant ce temps, Shu va dans un restaurant et rencontre une de ses ex-petites amies, Ayano, qui le regarde se goinfrer de nourriture comme s'il n'avait jamais mangé auparavant. Elle l'invite à déjeuner car il n'a pas d'argent et ensuite, comme tout autre ex-petite amie, elle le harcèle pour qu'il trouve un vrai travail. Mais Shu, qui ne se soucie de rien d'autre que de manger, change rapidement de sujet pour la détourner de sa vie pathétique. Après avoir mangé, il quitte le restaurant et retourne vers sa maison où il est accueilli par la belle Kisara. Elle a organisé un dîner aux chandelles pour lui, non par amour, mais parce qu'ils sont tous les deux si fauchés qu'ils ne peuvent pas encore payer la facture d'électricité. Au début, Shu essaie d'échapper au dîner car il est encore rassasié du déjeuner copieux qu'Ayano a payé. Il invente un mensonge et dit à Kisara qu'il a mangé à l'extérieur récemment à cause de son travail. Cela rend Kisara incroyablement frustrée et elle commence à faire du chantage émotionnel à Shu en disant qu'elle a préparé le dîner malgré le fait qu'elle ne soit pas entièrement bien depuis 3 jours. En entendant cela, Shu accepte finalement de manger et ils s'assoient tous les deux à table. Heureusement, à ce moment-là, la cloche sonne et Shu en profite pour s'excuser de l'endroit. Il se dirige vers la porte et découvre qu'un livreur est là avec un énorme colis qu'il avait acheté plus tôt cette semaine. Cependant, comme il n'a pas l'argent pour payer, Kisara doit venir à la rescousse et régler la note. Plus tard, elle rappelle à Shu qu'il ne lui reste qu'1 mois de ressources financières, mais après avoir payé le colis, il n'en a plus. Kisara lui dit de manière dramatique qu'ils n'ont maintenant pas d'autre choix que de boire du poison et de mettre fin à leur vie. En fait, elle prend même un selfie avec Shu et une bouteille de poison et le poste sur son compte Instagram. Mais elle n'a qu'un seul abonné, Shu, qui lui dit de ne pas être si théâtral et lui promet qu'il remboursera. Le lendemain, Shu se connecte à un programme et est transporté à une réunion à laquelle assistent plusieurs autres personnes qui possèdent des entreprises militaires privées comme lui. Ils se sont tous réunis ici pour enchérir sur leur prochaine affaire qui impliquera de se débarrasser d'un démon dangereux. Un commissaire-priseur montre au groupe une vidéo de surveillance d'un démon de classe C et leur demande de faire une offre en leur rappelant que l'entreprise prête à prendre le travail pour le prix le plus bas obtient le contrat. Bientôt, les enchères commencent et plusieurs entreprises proposent environ 120 000 $ et même plus pour l'affaire. Cependant, Shu finit par remporter la vente aux enchères en sous-estimant toutes les autres entreprises de plus de 50%, décrochant ainsi le travail mais énervant sérieusement tout le monde. Une fois l'enchère terminée, il contacte une entreprise appartenant à la mère de Yono et demande de l'aide, ce qu'elle accepte mais à un prix élevé. Ensuite, Shu rencontre Ayano près de l'hôtel où le démon se cache et ils entrent rapidement avec une petite équipe de soldats. Mais en s'approchant de la porte, elle explose car le démon n'apprécie manifestement pas les invités et Shu jette un œil à l'intérieur pour voir que le démon a convoqué une horde de sbires, confirmant ainsi ses soupçons. Ils se précipitent à l'intérieur et commencent à combattre les sbires d'abord. Une fois les sbires éliminés, Shu dit à Ayano de couvrir pendant qu'il se faufile pour tirer sur le démon boss. Il réussit le tir, mais sans surprise, le démon ne tombe pas et l'envoie valser d'un coup de poing. Le démon essaie ensuite de l'achever en lançant son bras vers lui, mais à cet instant, Kisara intervient et tranche le bras comme un chirurgien démoniaque rapide,
sauvant une fois de plus la peau de Shu. Alors que la bataille fait rage, le démon invoque plus de sbires. Elle charge le démon boss avec son épée, mais ce dernier la repousse assez facilement. Elle tombe près de Shu et lui dit qu'elle n'a pas travaillé au cours des 3 derniers mois et qu'elle est complètement à court d'énergie. Apparemment, selon leur contrat, qui a probablement été créé par un incel, les pleins pouvoirs de Kisara ne peuvent être activés que par un baiser. Shu l'embrasse et tout à coup, elle se transforme en sa forme démoniaque surpuissante. D'un autre côté, le démon boss invoque encore plus de sbires, mais cette fois, Kisara n'a absolument aucun problème à les éliminer un par un. Elle, ainsi qu'Ayano, continuent de combattre tous les ennemis autour d'eux, et pendant que tout ce chaos se déroule, ils se retrouvent accidentellement dos à dos. Soudain, Kisara sent la même odeur qu'elle avait sentie chez Shu la veille au dîner. Elle réalise immédiatement que Shu lui avait menti et qu'il était avec Ayano. Shu fait alors un commentaire sarcastique en disant qu'il y a beaucoup de chats autour qui veulent lécher du lait qui ne leur appartient pas. Enragée, Kisara commence à trancher à travers les sbires et après les avoir tous finis, elle et Ayano se retrouvent face à face. Encore, les deux femmes ne s'aiment absolument pas et après quelques chamailleries, elles commencent à se battre. Kisara essaie de trancher Ayano qui esquive et riposte en tirant. Mais Kisara esquive la balle sans effort. Une bataille féroce éclate entre eux, forçant Shu à intervenir et à empêcher ces deux-là de s'entre-déchirer. Cela ne fait que rendre Kisara plus contrariée, pensant que Shu préfère les atouts plus généreux d'Ayano à ses propres charmes mignons. Elle commence à attaquer Shu par jalousie, le frappant à plusieurs reprises, tandis qu'il continue d'esquiver comme si sa vie en dépendait. Pour la calmer, Shu donne à Kisara la clé de son appartement, un geste qui agit comme par magie et rend la chercheuse d'or heureuse. Avec son moral rétabli, elle reporte son attention sur le démon et charge, éliminant chaque sbire sur son chemin. Avec Ayano, qui porte le premier coup d'épée, et Shu, qui achève le démon avec son arme, ils parviennent enfin à vaincre la menace. Cependant, alors que tout semble être sous contrôle, tout le bâtiment commence à trembler. Shu dit à tout le monde qu'il devrait immédiatement quitter l'endroit, car tout cet endroit va bientôt s'effondrer. Alors tout le monde court vers un endroit relativement sûr, tandis que Kisara coupe les gros morceaux de débris qui tombent en morceaux plus petits pour que les dégâts soient minimes. En bas, Ayano la regarde en action et pense même qu'un démon de niveau C n'avait aucune chance contre Kisara, car elle-même est un démon de niveau A. Tôt le lendemain matin, Shu se réveille pour prendre son petit déjeuner et remarque que c'est le même plat basique et ennuyeux que d'habitude que Kisara a cuisiné pour lui. Il secoue la tête avec déception, puis regable et lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle essaie de gérer leurs finances en lançant une page OnlyFans, car à cause de sa bêtise, ils ont perdu tout l'argent qu'ils ont gagné à cause des dommages collatéraux, ce qui les rend complètement fauchés encore une fois. Peu de temps, soudain, un homme blond nommé Mikhail s'approche d'eux avec une arrogance extrême, car il est le président du conseil étudiant et aussi le fils du maire. Kisara part sans dire un mot, Shu, quant à lui, considérable. Il la supplie de lui donner une chance en promettant de ne plus la suivre. Et elle finit par essayer d'appeler sa mère pour lui trouver un emploi car elle a encore quelques sentiments pour lui. Cependant, cela met Ayano tellement en colère qu'elle change d'avis sur le champ et lui dit de dégager. Ce soir-là, au bureau de Lala Defender et compagnie, le secrétaire du maire s'approche de la mère d'Ayano et lui dit qu'il soupçonne qu'il pourrait y avoir une tentative d'assassinat sur le maire et cela pourrait provenir d'un démon. Ils veulent donc qu'une équipe de son entreprise soit en attente au cas où quelque chose se passerait. Elle semble d'abord réticente à accepter le travail, mais accepte lorsqu'elle se souvient de Shu, qui a désespérément besoin d'argent. Ainsi, elle finit par accepter et envoie Shu et Kisara avec Ayano et son équipe pour gérer la situation. Shu monte la garde près d'un couloir où il est approché par Miles, le chauve qui s'est occupé de lui après la mort de ses parents. Ils commencent à parler de démons et Miles lui donne une grande cigarette noire, lui disant de revenir une fois pour dîner car le gang lui manque. Mais Shu ne veut rien. Heureusement, le maire commence à parler.
et ils se lèvent tous alors que le discours est diffusé dans toute la ville. Il perd son humanité, mais celui-ci semble conserver son humanité et est capable de penser et de parler comme une personne normale. Il traverse un mur derrière le maire et s'apprête à le poignarder au côté arrière lorsque Kisara remarque le relève et traverse le mur avant d'émerger derrière elle pour attaquer, seulement pour être arrêté par Kisara qui le repousse d'un coup de pied. Ayano court et pointe une arme sur lui. Mais le démon commence à parler à nouveau, lui disant qu'ils doivent montrer à la ville comment le maire est en réalité un vieux porc dégénéré. Cela fait arrêter Ayano. Profitant de la distraction momentanée, le démon descend rapidement à nouveau et Kisara se fâche contre Ayano pour l'avoir laissé s'échapper. Shu, le perdant inutile, entend enfin l'agitation et passe par une fenêtre pour attaquer le démon dans l'une des salles des serveurs où Kisara arrive peu de temps après. Lui et Kisara coincent le démon et sont sur le point de l'éliminer quand Shu reçoit un appel de la mère d'Ayano. Elle dit à Shu que le démon a encore un cerveau humain et doit être capturé vivant à tout prix. C'est un dos de son épée, mais c'est toujours dangereux. Alors Shu va en ligne et commence à regarder des armes mortelles sur Amazon. Mais Kisara l'arrête, lui disant que l'équipement coûte autant qu'ils vont gagner de ce travail. Ils se chamaillent entre eux lorsque le démon regarde tous deux par la fenêtre, tandis que Kisara dit à Shu que s'il achète le gadget, il devra manger seulement de l'air pour le mois suivant. Cependant, il la regarde et commande l'équipement dont il n'a même plus besoin maintenant. Le démon dit que Kisara et Shu rentrent chez eux. Quelques jours plus tard, Shu fait un cauchemar où il voit sa jeune sœur, Kana, s'enfuir, effrayée par quelqu'un. Elle cherche sa mère, son père et son frère, mais soudain une épée lui transperce l'estomac. À cause de cela, quelque chose d'étrange comme une malédiction commence à entrer dans son corps. Mais à ce moment précis, Shu se réveille. Comme tous les jeunes horribles qui vivent dans une grande ville, il s'ennuie de sa maman, de son papa et de sa sœur. Puis il attrape une photo de famille à proximité et remarque que Kisara a également collé sa photo dans le cadre. Shu la frotte et essaie de retirer la photo de Kisara. Pendant ce temps, dans un laboratoire discret, un homme court avec une structure en forme de boîte poursuivi par des policiers armés. La police reçoit un ordre de leur quartier général de récupérer le noyau à tout prix. Ensuite, ils tirent sur l'homme, le faisant tomber et laisser tomber la boîte par terre. En même temps, l'homme reçoit un appel téléphonique où une voix dit qu'elle avait averti l'homme qu'aucun humain ne pourrait accomplir cette mission. La voix ajoute qu'il a élaboré 3 plans basés sur le budget unique de l'homme, classe B, classe C et classe D. Juste au moment où la police encercle l'homme, il crie à son téléphone et dit qu'il veut le plus puissant, après quoi le téléphone commence à briller. Ailleurs, Kisara et Shu dînent dans leur appartement à la lumière des bougies comme d'habitude. Kisara vérifie son téléphone et dit que toute la ville souffre d'une panne de courant. Shu répond avec étonnement et demande si toute la ville est devenue pauvre comme eux. Kisara mentionne que même les trains se sont arrêtés et se demande si elle pourra aller à l'école demain. Juste à ce moment-là, une lettre arrive à la porte de Shu qu'il ramasse et lit rapidement. Il dit alors à Kisara qu'il ne pense pas qu'elle aura le temps d'aller à l'école désormais. Le jour suivant, une réunion importante a lieu dans le bureau du maire, entre le maire et 2 fonctionnaires du gouvernement. Ils discutent d'un travailleur décédé qui a autrefois travaillé dans l'une des centrales électriques de Beron City. L'un des fonctionnaires suggère que le travailleur pourrait avoir été un espion d'un autre pays et l'autre suggère qu'il était probablement après la technologie raffinée d'Orgonium. Le premier fonctionnaire est d'accord et explique que la ville de Beron a été construite pour l'exploitation minière et l'Orgonium, qui est une source d'énergie de nouvelle génération. Elle ajoute que la technologie liée à l'algorithme de pointe qui a construit cette ville est un secret très important et que de nombreux pays sont obsédés par cette technologie. Elle souligne qu'au cours des 5 dernières années, 30 espions ont infiltré la ville, dont un a causé le chaos et créé un danger diabolique. Lorsqu'on lui a demandé comment ils allaient gérer cela, elle a répondu qu'ils ne peuvent pas cacher un danger démoniaque aux médias. Cependant, le fonctionnaire a une histoire de couverture prête et elle remet au maire une lettre à signer pour qu'elle puisse officiellement poursuivre l'histoire.
Pendant ce temps, Ayano et Shu se rencontrent dans un parc où Ayano demande pourquoi Shu l'a appelé là. Ce dernier explique qu'il n'y a pas d'électricité là où il vit et que c'est difficile dans la vieille ville. Ayano lui dit d'arrêter de tourner autour du pot et d'en venir au fait, car elle a quitté le travail pour le rencontrer. Shu demande maladroitement si elle travaille dans de tels vêtements, en faisant référence à l'épaule tombante et à la jupe plutôt courte qu'elle porte. Ayano dit qu'elle les a mis parce qu'elle était pressée et le presse de commencer, ce pourquoi il l'a appelée. Puis Shu lui montre une photo d'un monstre géant de classe B, top secret, ressemblant à une chenille, et dit que bien que le monstre soit énorme, lui et Kisara peuvent le gérer facilement. Ayano demande s'il prévoit de tuer le monstre, ce à quoi Shu assure qu'il ne la décevra pas. Cependant, tout comme une ex-petite amie, Ayano commence à lui rappeler des déceptions passées. Shu est allé à une soirée de rencontre juste avant leur rendez-vous. Il ne s'est pas présenté à son anniversaire, il a quitté l'entreprise sans la prévenir et a fait d'une fille démoniaque sa partenaire. Bien que Shu n'ait aucun souvenir de tous ces événements, il est choqué et s'excuse de l'avoir blessé. À leur insu, Kisara entend cette conversation en se cachant près d'une cascade. Plus tard, Shu et d'autres chasseurs se rassemblent à une vente aux enchères où se déroule le processus d'enchères pour le démon chenille de rang B. Le chef propose 200 000, mais certains chasseurs soutiennent que c'est un monstre de rang B qui vaut au moins 500 000. Encore une fois, Shu, qui était resté tranquillement assis jusqu'à maintenant, fait une offre bien inférieure à toutes les autres entreprises, ce qui les énerve tellement qu'elles commencent à planifier de le battre. Pendant ce temps, Miles et son partenaire Tetsuya vérifiant les profils de Shu et Kisara et en discutent. De retour à la vente aux enchères, le commissaire-priseur arrête les disputes et annonce que les enchères en cours ont été annulées car un nouvel objectif s'est présenté. Apparemment, le démon en forme de chenille a avalé un cœur radioactif qui devait alimenter toute la ville pendant une semaine. Maintenant, ils doivent récupérer le cœur avant de détruire le démon. Shu persiste et leur dit que cela n'a pas d'importance car il veut toujours faire le travail pour le même salaire, même après la nouvelle condition, surprenant tout le monde, car quelqu'un doit être complètement fauché pour accepter un travail comme celui-ci. Plus tard dans la journée, ils arrivent sur les lieux et Ayano part avec son équipe pour essayer de capturer le démon en toute sécurité. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le démon chenille se transforme en un immense démon papillon. Le démon détruit tous les drones volants avant de cibler les unités au sol, les éliminant une par une. Ayano commence à s'enfuir dans sa voiture, mais est à nouveau attaqué, tandis que Shu regarde tout cela comme un perdant à distance. Enfin, Kisara arrive derrière lui et il l'embrasse immédiatement, lui donnant le pouvoir dont elle a besoin. À ce moment-là, le démon a ciblé Ayano, et juste avant qu'un énorme rocher puisse lui tomber dessus, Kisara arrive et tranche le rocher en morceaux. Elle vole ensuite vers le démon, esquivant ses attaques, et le poignarde dans le dos, forçant le démon à reculer. La laide mythe tire des rayons d'énergie sur elle, qu'elle esquive sans effort, puis attaque à nouveau avant de poignarder et de trancher le corps du démon, affaiblissant sa carapace blindée extérieure. Shu profite de cela et sort son fusil de précision, tirant sur le démon directement dans sa partie exposée. L'impact repousse le démon. Dans un dernier effort pour se sauver, le démon essaie de tirer un rayon d'énergie massif, mais Shu recharge une autre balle et tire au même endroit, l'éliminant instantanément. À une distance de sécurité, Miles et Tetsuya, qui ont observé tout le combat, remarquent que la police a dû compter sur Shu à la fin. Pendant ce temps, Kisara prend quelque chose sur la carcasse du monstre quand Ayano s'approche et demande si elle doit dire merci. Kisara dit qu'elle peut le dire si elle le souhaite, mais à ce moment-là, elle commence à se rappeler des souvenirs d'Ayano à partir de l'esprit de Shu. Ces souvenirs incluent leur journée de rendez-vous, ce qui rend Kisara triste, et elle s'excuse auprès d'Ayano. Le lendemain même, Ayano est appelé le haut chantier naval à cause d'une bagarre entre deux groupes mafieux rivaux. L'un d'eux aurait apparemment passé un pacte et s'est transformé en démon, massacrant sans pitié les membres du gang ennemi. Elle entre dans un hangar vide et trouve un tas de membres de gang massacrés par terre, tandis que plusieurs autres sont grièvement blessés. Alors qu'elle marche devant,
elle remarque soudain le reflet brillant d'un canon de fusil avant que le danger démoniaque n'ouvre le feu. Elle se met rapidement à l'abri et ordonne à l'un des agents de tirer sur la bête avec un fusil de précision, tandis qu'un autre utilise un lance-roquettes pour bombarder le démon, le terrassant comme un héros d'action de série B. Plus tard, Miles leur dit qu'ils ont eu de la chance de survivre, car le démon n'était pas un de haut rang et a été neutralisé relativement facilement. Une fois la poussière retombée, Ayano regarde autour et voit un jeune homme être emmené dans une ambulance, tandis que sa petite amie pleure dans la foule, suppliant de rester à ses côtés. Pendant ce temps, Shu est assis avec Kisara, profitant d'un dîner aux chandelles, car son appartement n'a pas d'électricité. Le lendemain, alors qu'ils s'apprêtent à sortir, Shu dit à Kisara qu'ils vont avoir un dîner luxueux pour célébrer leur première paie versée sur leur compte bancaire. Cependant, juste à ce moment-là, une voiture s'arrête soudainement devant leur maison et Mikhail, alias le Beta Simp, en sort. Il est là pour rencontrer Kisara et essayer de la séduire avec son argent et son style de vie extravagant. Mais Kisara, étant la meilleure fille et pas comme ton ex-petite amie, reste fidèle et dit à Mikhail de reculer. Ce dernier se met en colère et commence à être confrontationnel avec Shu qui réagit à peine. Soudain, Kisara remarque Ayano passer en voiture avec un homme habillé en noir. Curieuse et un peu jalouse, elle décide de les suivre discrètement et commence à les suivre partout sans qu'ils le sachent. Elle les suit jusqu'à un parc où elle les voit avoir une conversation sérieuse. Kisara voit une opportunité et prend quelques photos, puis poste les images sur Instagram. Shu reçoit une notification à ce sujet et en voyant les photos, il se précipite immédiatement au parc, s'excusant auprès d'Ayano et de l'homme pour le comportement de Kisara. L'homme se présente comme Tetsuya, un enquêteur spécial du bureau anti-démon. Il explique qu'il travaille sur une affaire impliquant la récente activité mafieuse dans laquelle Ayano est impliqué. Il dit aussi à Shu qu'il enquête sur le démon qui a tué la famille de Shu, une demande que Shu lui avait personnellement faite. Cela met complètement Shu en colère et il crie sur Ayano, l'accusant d'avoir pris cette décision sans le consulter d'abord. Pendant qu'il est occupé à râler au sujet des émotions et de la justice, l'enquêteur reçoit un appel de la police. Il est informé que Tony, le jeune homme dont la petite amie pleurait sur la scène du crime plus tôt, vient d'être éliminé à l'hôpital. En entendant cette nouvelle, Shu se rend immédiatement à l'hôpital et rencontre Miles qui rapporte que lorsqu'il est arrivé, Tony était déjà mort et le coupable était introuvable. Trouvé, l'enquêteur se demande si c'était un danger démoniaque, mais Miles dit que c'est peu probable. Miles leur dit que l'arme utilisée dans le crime était juste un couteau ordinaire marqué avec le logo du gang ennemi. Plus tard dans la soirée, Shu attend devant l'hôtel d'Ayano et lorsqu'elle répond à son appel, il s'excuse pour la scène au parc. Mais Ayano le rejette, lui disant simplement de rentrer chez lui. Shu insiste pour qu'ils travaillent ensemble, mais elle le rabroue sévèrement, disant qu'il ne pense jamais à la façon dont ses actions affectent les autres. Elle lui rappelle l'époque où ils sortaient encore ensemble, une nuit où elle l'attendait pour rentrer à la maison, mais il était sorti à la chasse à un démon à la place. Mais Shu la regarde sans comprendre, révélant qu'il ne se souvient de rien de tout cela. C'en est assez pour briser émotionnellement Ayano, qui s'enfuit en larmes. Pendant ce temps, l'enquêteur est appelé sur une nouvelle scène de crime, et il se rend compte que les membres du gang qui auraient éliminé Tony semblent s'être retournés les uns contre les autres. Quand il arrive, il trouve l'endroit complètement ravagé, pendant que des corps éventrés sont éparpillés sur le sol. De l'autre côté de la ville, Ayano pleure sous un pont lorsqu'elle est abordée par Kisara. La dernière révèle qu'elle est celle qui détient tous les souvenirs manquants de Shu. Elle dit à Ayano qu'elle et Shu ont un contrat qui lui permet de se nourrir de ses souvenirs quand elle le souhaite. En fait, elle efface délibérément ses souvenirs d'Ayano pour qu'il ne retombe pas amoureux d'elle. Ayano est choquée et dégoûtée, mais Kisara ne semble pas se soucier des véritables émotions de Shu et ne veut que le garder pour elle-même, comme un modérateur de subreddit psycho sur Reddit. Furieuse, Ayano se lève et s'éloigne dans l'obscurité, avertissant Kisara de ne plus jamais lui parler. De retour en ville, Shu, qui est troublé et plongé dans ses pensées à propos de ce que traverse Ayano, décide de se défouler un peu en sortant fumer. Alors qu'il se détend,
une flèche perce une poubelle près de lui sans avertissement. Elle porte une note révélant l'emplacement du quartier général du gang et sans hésiter, Shu enfourche un vélo et file à toute vitesse vers l'endroit. Quand il arrive, il trouve un barrage de police devant le bâtiment. Ignorant tout le monde, il entre avec une arme comme une version bon marché de Rambo. À l'intérieur, il voit une belle femme en robe rouge trancher des membres de gang avec une épée. L'un d'eux essaie de lui tirer dessus, mais elle esquive et lui tranche la gorge avec une facilité terrifiante. Shu saute et commence à tirer sur elle, mais elle esquive ses tirs sans effort et court dans les toilettes pour hommes. Il la suit, seulement pour réaliser que l'endroit est plein de miroirs. Shu sait que même si cela peut être un arrière-plan esthétique pour les selfies, cela rend le combat cauchemardesque. La femme apparaît soudainement derrière lui depuis un miroir et Shu ouvre le feu, mais elle esquive toutes les balles. Dans un moment de grande stratégie, Shu tire sur la plupart des miroirs pour réduire la confusion visuelle, mais quand il a fini, la femme a déjà disparu sans laisser de traces. Shu sort alors de la salle de bain juste au moment où l'enquêteur arrive pour le soutenir. Juste à l'extérieur de la salle de bain, il trouve un membre de gang encore à peine vivant. Il se précipite vers lui et demande s'il y a des dangers démoniaques dans le gang de Tony. L'homme mourant révèle quelque chose de choquant. Le démon qui vient de les anéantir ne faisait partie d'aucun gang, mais c'était la petite amie de Tony elle-même. Avec cette révélation choquante, tout le monde est stupéfait car il croyait que c'était une guerre de mafia typique. Mais maintenant, c'est tout autre chose. Cela semble être un acte de vengeance personnelle orchestré par la petite amie de Tony. Shu, juste au moment où Ayano rentre chez elle, la mystérieuse femme démon que Shu suit apparaît et bondit pour l'attaquer. Juste à temps, Kisara intervient, bloque les coups du démon et sauve Ayano. Pendant ce temps, Shu, lors d'un appel avec Kisara 2, le démon parvient à s'échapper de la vue des deux femmes. Suite à cela, Kisara tend une arme à Ayano et dit qu'elles doivent attraper le démon rapidement avant qu'elle ne puisse les attaquer. Quelques secondes plus tard, Kisara remarque le démon émergeant par une fenêtre juste derrière Ayano. Le démon blesse le bras d'Ayano, mais elle parvient à riposter. Malgré leurs efforts courageux, le démon s'échappe à nouveau, disparaissant dans un petit miroir. Kisara la suit dans le miroir pour l'attraper, mais elle se retrouve coincée à l'intérieur comme dans un film comique. Peu de temps après, Shu se précipite sur les lieux avec des policiers, mais à son arrivée, il ne trouve qu'Ayano blessé et Kisara coincée appelant à l'aide en souffrance. Plus tard dans la soirée, Shu et le détective Tatsuya discutent dans un dîner local. Le détective mentionne qu'Ayano a reçu une protection de l'organisation anti-démon et qu'elle est maintenant dans un refuge sécurisé. Il demande ensuite à Shu comment il a obtenu si rapidement l'information concernant ce démon de classe B. Shu, étant le menteur qu'il est, refuse de répondre et dit qu'il dirige une entreprise, donc il ne peut pas dire au détective ses sources. Au refuge, Akino, la mère d'Ayano, arrive avec un sac d'articles essentiels, y compris de la nourriture et des vêtements. Ayano remarque que sa mère évite le contact visuel et lui demande pourquoi elle agit comme son ex-petite amie. Akino explique qu'on lui a dit de ne pas regarder directement dans les yeux d'Ayano car cela pourrait attirer le démon à leur emplacement. Pendant ce temps, Tatsuya raconte à Shu que les problèmes de la ville de Beiron ont commencé lors de sa fondation, déclenchés par des individus devenus des dangers démoniaques surhumains. Il fait référence à quelqu'un nommé Isamu, un consultant en prévention des catastrophes, dont les conseils ont conduit à une inspection. Shu partage que son père lui en a parlé, notant que dans l'année qui a suivi, la ville est devenue un refuge pour les démons. D'un autre côté, Akino partage la même histoire avec Ayano, racontant comment les parents de Shu et sa sœur, Kana, étaient à une vente aux enchères lors d'une explosion massive qui les a engloutis. Ayano demande pourquoi Shu se trouvait dans un tel endroit alors qu'il n'avait que 12 ans à l'époque. Akino précise que c'était le jour d'inspection avec un minimum de policiers, donc les participants ont amené leur famille, le traitant comme une sortie scolaire. Quand Ayano demande des détails sur l'incident de la mine, Akino admet qu'elle ne sait pas, disant qu'il ne reste qu'un survivant et que les autorités cherchent toujours des réponses. Akino note également que le gouvernement a blâmé le père de Shu, l'accusant de s'être allié avec des démons pour lier la ville à leur royaume. De retour au café, Tatsuya défie Shu, suggérant que sa source inconnue qui lui fournit des indices sur l'incident d'il y a 12 ans
pourrait le manipuler ou même être celle qui a piégé son père. Il propose de collaborer, promettant de découvrir qui utilise Shu s'il partage tout son information. Puis, il exhorte encore une fois Shu à ne pas faire confiance à l'informateur sans visage. Plus tard, Tatsuya rencontre son partenaire Miles, révélant qu'il a obtenu des informations de Shu. En montrant une photo à Miles, il dit qu'Ayano et Shu soupçonnent l'homme qui y figure, bien qu'il n'ait que cette seule image de lui. Peu de temps après, ces deux policiers arrivent au bâtiment où l'homme de la photo vit. Miles avertit son partenaire qu'informer Shu compromettrait leur chance de l'attraper. Ensuite, Tatsuya frappe à la porte, mais comme personne ne répond, ils entrent dans la pièce. À leur grande horreur, ils trouvent le mort et remarquent également qu'il a été éliminé récemment. Tatsuya se rend compte que quelqu'un avait anticipé leur arrivée, tandis que Miles pointe une inscription sur le lieu qui dit « Une personne de plus ». De retour dans l'abri, Ayano est assise sur un canapé en train de boire du jus quand elle entend un bruit et suppose que c'est sa mère qui revient. Au lieu de cela, Shu apparaît et une Ayano embarrassée lui demande pourquoi il est là. Il sourit, disant qu'il a gagné un accord et veut partager la nouvelle. Mais Ayano l'ignore et lui dit de partir. Shu insiste qu'il ne peut pas car il vise à attraper le démon pour la libérer de la quarantaine. En réponse, Ayano se demande si Tatsuya l'aide à découvrir la vérité sur ce qui s'est passé il y a 12 ans en demandant si les rumeurs sont vraies que son père s'est allié avec des démons. Shu admet que si ces rumeurs sont vraiment vraies, il devra présenter ses excuses à tout le monde. Il ajoute que son père a formé Akino, qu'il a ensuite formé après la mort de son père. Ayano rétorque amèrement qu'il les a abandonnés une fois qu'il n'avait plus besoin de leur compagnie. Shu la corrige, disant qu'Akino l'a expulsé en découvrant leur relation. Ayano répond qu'ils auraient pu créer une nouvelle entreprise. Ensemble. Alors que la nuit tombe, ils s'assoient ensemble en discutant et Shu confie qu'il sent que sa sœur Kana est toujours en vie. Choquée, Ayano s'approche, mais elle n'est pas intéressée par le déballage de ses traumatismes et veut juste de l'action. Elle lui couvre les yeux et l'embrasse, et quand Shu demande pourquoi, elle ferme ses yeux. Ayano dit que c'est pour tenir le démon à distance. Elle l'embrasse alors à nouveau passionnément. Plus tard cette même nuit, le démon se téléporte dans la cabane où Ayano est actuellement hébergée et déchiquette des meubles de rage en la cherchant. Kisara arrive également sur les lieux et engage immédiatement le démon dans un combat à l'épée à grande vitesse. Leurs lames s'affrontent à une vitesse fulgurante et pendant le combat, Kisara aperçoit Ayano cachée derrière un coin et, sans aucun avertissement, se précipite sur elle et la renverse au sol d'un coup de tête. Bouillonnant de jalousie, Kisara accuse Ayano d'être une briseuse de ménage pour avoir tenté de séduire Shu. Ayano essaie de le nier, affirmant qu'elle ne toucherait jamais à un perdant comme Shu, mais Kisara n'y croit pas. Kisara la prévient de se taire ou elle lui enfoncera métaphoriquement son épée dans la gorge. Cependant, le démon brise tous les verres dans la cabane. Shu sent soudainement une épée pressée contre son dos, mais se rend compte que ce n'est que Kisara encore. Elle est furieuse et exige qu'il lui donne toute son énergie pour qu'elle puisse enfin en finir. Elle l'embrasse alors violemment, se nourrissant de son énergie et de ses souvenirs dans le cadre de leur contrat. Shu s'effondre ensuite car ses souvenirs de la nuit sont effacés. Pendant ce temps, avec un pouvoir renouvelé, Kisara fonce sur le démon et déchaîne une rafale d'attaques. Le démon bloque la plupart d'entre eux, puis disparaît sous terre et réapparaît pour frapper Kisara par derrière. Juste au moment où le démon est sur le point de porter le coup de grâce, Shu saute et la repousse du coude. Il essaie de suivre avec un coup de poing, mais le démon se retire, tentant de traverser le mur pour s'échapper. Réfléchissant rapidement, Shu lance un projectile anti-démon sur elle et il atterrit directement dans sa poitrine, l'arrêtant. En plein téléportation, Kisara saisit l'instant, se précipitant en avant et poignardant le démon au même endroit, la finissant une bonne fois pour toutes. Quelques semaines plus tard, il est révélé que Kisara a disparu depuis plusieurs jours, ayant fui Shu après leur dernière bataille. Depuis, elle n'est pas rentrée chez elle et elle n'a fait aucune tentative pour le contacter. De plus en plus inquiet pour son bien-être, Shu fait plusieurs efforts pour la joindre, mais ne reçoit aucune réponse. Frustré et désespéré d'obtenir des réponses,
il se concentre sur un autre mystère, l'informateur, qui lui fournit des renseignements hautement confidentiels. Shu planifie méticuleusement une embuscade, espérant confronter l'informateur directement. Cet après-midi, il se rend à une gare et s'assoit sur un banc à proximité, observant attentivement. Finalement, l'informateur arrive et, sans révéler son identité, demande à Shu de récupérer une tablette dans une poubelle. Il obéit et lorsqu'il l'allume, une vidéo commence à jouer, montrant une fille blonde qui se bat impitoyablement contre des policiers et des sociétés de chasse aux démons, affichant une force et des compétences qui captent immédiatement l'attention de Shu. Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, l'informateur tente de s'enfuir. Shu le poursuit, mais malgré tous ses efforts, l'informateur parvient à échapper à la capture une fois de plus. Plus tard dans la journée, Shu assiste à une autre réunion de vente aux enchères de démons où le sujet de cette mystérieuse femme blonde revient sur la table. Pendant ce temps, Ayano a une conversation sérieuse avec sa mère, Akino. Dans une révélation surprenante, Akino lui dit qu'elle fait partie d'une puissante organisation basée en Europe qui a éradiqué des démons depuis plus de 1000 ans. Elle révèle également qu'elle a elle-même recruté Shu dans l'organisation. Ayano est surprise, surtout quand Akino laisse entendre que Shu se souvenait autrefois d'elle, bien qu'il ne semble plus se rappeler quoi que ce soit à son sujet ou de leur passé commun. En rentrant à son appartement, Shu reçoit un appel soudain d'Ayano. Lorsqu'il répond, il est surpris de l'entendre lui crier de rester loin de son appartement immédiatement. Au début, il pense qu'elle plaisante, mais l'urgence dans sa voix le convainc rapidement du contraire. Laissant tomber son sac, Shu sort son arme et se prépare au pire. Dans un éclair soudain, sa porte est défoncée et il est jeté à travers la pièce. La femme blonde de la vidéo, dont le nom était révélé être Sharon, se précipite après lui. Elle essaie immédiatement de l'écraser avec une force brutale, comme s'il était un nuisible qu'elle n'aime pas. Shu essaie d'attraper son arme, mais elle bloque rapidement son bras avec son pied et lance une attaque féroce, suivie d'un autre coup puissant qui l'envoie voler. Avant qu'il ne puisse se ressaisir, Sharon lui saute dessus et commence à le frapper au visage de manière répétée, le submergeant complètement. Juste au moment où les choses semblent sombres, Kisara apparaît soudainement et attaque Sharon avec son épée par derrière. Cependant, Sharon réagit rapidement, esquivant l'attaque et s'éloignant du coup avec une agilité incroyable. Alors que les deux femmes s'affrontent pour leur combat de chat, il devient clair que Kisara connaît Sharon et est visiblement bouleversé par sa présence. Malgré sa confiance habituelle, Kisara semble méfiante et peut-être même effrayée par l'entité puissante et mystérieuse qui se tient maintenant devant elle. Après cela, Sharon appelle Kisara la plus puissante chasseuse de démons et lui demande de lui remettre son épée. Sharon rappelle également avec arrogance à Kisara qu'elles se sont déjà rencontrées et qu'elle avait effectivement battu Kisara. En réponse, Kisara dit que la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, Sharon et Shu se battaient ensemble. Dans une scène de flashback datant de 3 ans, Sharon et Shu étaient engagés dans un combat mortel contre Kisara. Juste au moment où Kisara quitte la gorge de Shu, Sharon la poignarde avec une épée en plein ventre. Un Shu furieux demande ce qu'elle fait, mais avant que Sharon puisse dire quoi que ce soit, Kisara renouvelle son attaque contre eux. Cependant, Sharon finit par réussir à donner un coup de pied tonitruant à Kisara et à l'emprisonner dans un plâtre magique. De retour au présent, les deux femmes se retrouvent face à face alors que la tension continue de monter. Soudain, elles se précipitent l'une sur l'autre et s'engagent dans un combat féroce où elles sont toutes deux de force égale. Cependant, leur bataille est interrompue par Ayano qui arrive sur les lieux avec du renfort et Sharon profite de cette opportunité pour s'enfuir. Ensuite, Kisara se précipite immédiatement vers Shu qui est inconscient. Elle se penche pour l'embrasser, mais Ayano lui tire les cheveux par derrière et lui dit de se contrôler. Quelques heures plus tard, Shu a été admis à l'hôpital et reste inconscient après la bataille intense. Kisara et Ayano restent à ses côtés, inquiètes et attendant qu'il se réveille. Cependant, Kisara reçoit soudainement une notification sur son téléphone et s'éclipse discrètement, laissant Ayano s'occuper de Shu
Elle suit les coordonnées du message jusqu'à un bâtiment abandonné et, à son arrivée, vérifie le contenu du texte. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne et c'est nul autre que la blonde séductrice Sharon. Lors de l'appel, Sharon nargue Kisara, lui disant qu'elle est une perdante qui n'a personne à elle dans ce monde. Réalisant qu'il s'agit d'un piège, Kisara invoque son épée et se prépare au combat. Avant qu'elle puisse localiser la position exacte de Sharon, elle est touchée par une balle venue de dessus, ce qui la rend temporairement incapable de bouger. Blessée, Kisara se met à l'abri, esquivant une nouvelle rafale de balles. Jetant un coup d'œil depuis sa cachette, elle aperçoit Sharon, maintenant équipée d'une combinaison de mecha spécialisée de haut de gamme et la traquant avec une précision froide. Sharon ouvre à nouveau le feu, mais Kisara parvient à bloquer la plupart des balles avec son épée et se précipite en avant essayant de porter une attaque. Cependant, l'armure de Sharon dévie son coup et quelques instants plus tard, une substance démoniaque semblable à de la boue émerge de l'armure et attaque Kisara. Elle essaie de couper à travers les projections, mais l'une d'elles la transperce. Kisara chancelle, mais à sa grande horreur, elle réalise que sa blessure ne guérit pas comme d'habitude. Sharon, qui commence à devenir arrogante comme si elle venait de conquérir le monde, explique que les démons de haut niveau comme Kisara sont immunisés contre les armes humaines ordinaires, mais qu'ils sont vulnérables aux attaques démoniaques comme celles que Sharon utilise actuellement. Alors que Kisara tente de battre en retraite, Sharon bloque son chemin en utilisant plus de projections démoniaques. Kisara lève son épée pour une autre attaque, mais Sharon est plus rapide qu'elle. Elle plante une de ses armes directement dans le torse de Kisara, la mettant à terre. Sharon s'approche d'elle comme la méchante d'un film de science-fiction, prête à en finir avec elle. À ce moment précis, sans aucun avertissement, une grenade flashbang explose soudainement. Shu, ayant récupéré juste assez de force, arrive comme un boss et traîne Kisara derrière un pilier. Bien qu'il soit faible, il l'embrasse, ce qui transfère toute son énergie en elle. Le coup de pouce revitalise Kisara, et alors que Shu s'effondre d'épuisement, elle commence à briller d'une puissance renouvelée. Finalement, après un long combat, ses blessures commencent à guérir rapidement. Sharon tire à nouveau sur elle, mais cette fois Kisara esquive chaque balle avec aisance. Elle fonce en avant, tranchant l'un des bras robotiques de Sharon. Sharon tente de frapper Shu désespérément, mais Kisara l'intercepte en plein milieu de l'attaque et déchaîne une série féroce de frappes aériennes. Finalement, l'armure de Sharon commence à se désintégrer comme si elle était en carton. Enfin, Kisara enfonce profondément son épée dans le costume mécanique de Sharon, le détruisant complètement et la mettant hors de combat. Avec Sharon vaincue, Kisara prend Shu et le porte en lieu sûr. Après un moment, Shu reprend ses esprits et s'assoit pour discuter avec Kisara. Il demande pourquoi elle a été si dure avec un humain comme Sharon, mais Kisara lui dit que Sharon n'est pas un humain ordinaire. Elle est l'un des membres puissants d'un groupe appelé Abbaye Céleste. En entendant cela, Shu se demande pourquoi un membre d'un groupe si puissant viendrait à Beron City à ce moment-là. Kisara, comme une enfant qui a fait quelque chose de mal mais veut le cacher, change immédiatement de sujet et dit qu'il devrait aller dîner à la maison. Comme Shu n'aime rien de plus que la nourriture, il accepte la proposition et le duo rentre à la maison. Quelques secondes plus tard, Ayano arrive sur les lieux avec 2 tasses de café, seulement pour réaliser que Kisara aux cheveux roses a volé son homme. Quelques jours plus tard, chez Shu, le détective Tatsuya et Miles ont une conversation avec Shu au sujet des événements récents. Tatsuya explique pourquoi une humaine puissante comme Sharon, qui est liée à l'abbaye célestine, est venue à Beron City et quelles sont ses véritables intentions. Il discute également du récent cas de meurtre d'un détective, suggérant que le détective pourrait avoir été un médiateur qui facilitait les contrats entre les démons et les humains. Miles dit que cela pourrait expliquer pourquoi quelqu'un a tué le détective avant qu'il ne puisse le joindre. Pendant ce temps, Kisara prépare le dîner pour Shu dans la cuisine, tandis que Tatsuya ajoute qu'il pourrait y avoir d'autres agents travaillant pour atteindre des objectifs démoniaques. Il mentionne ensuite l'informateur mystérieux qui fournit toujours des informations à Shu en demandant comment Shu a rencontré cette personne pour la première fois et s'il connaît leur véritable identité. Shu, qui est complètement confus comme un enfant simplé à cause de ses souvenirs manquants, ne parvient pas à répondre.
Kisara, qui écoute la conversation sur le côté tout en coupant des oignons, pleure en silence. Juste au moment où Tatsuya et les autres dressent une liste de suspects, une voiture noire rôde à l'extérieur de la maison de Shu et à l'intérieur, un informateur mystérieux écoute leur conversation. Soudain, la voiture d'Ayano arrive, surprenant l'informateur qui s'enfuit comme un homme qui fuit une femme. À l'intérieur, la liste des suspects inclut des noms comme Ayano, sa mère Akino, et même le président de l'équipe anti-démon. Kisara intervient, marque le nom d'Ayano et la déclare avec colère principale suspecte. Un Shu alarmé exhorte Kisara à se calmer et à ne pas dire quelque chose de mal sur sa maîtresse. À ce moment-là, Ayano arrive aussi et mentionne la voiture étrange devant la maison de Shu. Elle remarque alors la liste des suspects sur le tableau et exige de savoir pourquoi il la soupçonne de travailler avec des démons et pourquoi son nom apparaît sur la liste. Miles, déconcerté, hésite, mais Tatsuya précise qu'il considère toutes les possibilités pour créer une liste complète. Sur le côté, Kisara insiste sur le fait qu'elle soupçonne Ayano le plus, augmentant la colère d'Ayano. Cet après-midi-là, Shu, Akino et le président de l'équipe anti-démon examinent la même liste de suspects qui inclut leur propre nom. Shu est légèrement embarrassé et s'excuse auprès d'eux pour cette inclusion. Ailleurs, Shu rend visite à Sharon dans sa cellule pour obtenir des réponses sur ce qui s'est passé et pourquoi elle était dans la ville. Il la prévient que toute ruse entraînera Kisara, qui attend dehors, à la traiter sévèrement. Sharon rit de la menace et demande ce que Shu veut d'elle. Il exige de savoir ce qu'elle fait dans la ville et ce que les démons préparent. Cependant, Sharon taquine en disant que Shu semble ne rien se rappeler, car il a donné tous ses souvenirs à Kisara. Shu rétorque qu'il ne donne à Kisara que des souvenirs inutiles et qu'elle n'a pas pris ceux d'il y a 12 ans. Sharon suggère qu'il veut en savoir plus sur Asmodée, prétendant qu'elle lui a déjà dit il y a 2 ans. Mais Shu, qui a donné en effet beaucoup de souvenirs à Kisara, est incapable de s'en souvenir et devient frustré. Sharon se moque en disant que Kisara a dû prendre ce souvenir aussi, insinuant que c'était lié à un moment intime entre eux. De plus en plus troublé, Shu finit par demander qui est cet Asmodeus. En réponse, Sharon explique que Shu se concentre tellement sur sa famille et Kisara qu'il en oublie les autres préoccupations, avertissant que continuer ainsi l'empêchera de vivre paisiblement avec Kisara. En colère, il insiste sur le fait qu'il n'a pas posé de questions à ce sujet, mais Sharon rit à nouveau et dit que l'agent que Shu poursuit en ce moment n'est rien d'autre que la marionnette d'Asmodée. Elle décrit l'agent comme quelqu'un qui contrôle les dangers des démons dans la ville et cache ses activités aux humains. Ainsi, Shu déclare qu'il a l'intention de trouver cette personne et demande même si Sharon a des pistes. Sharon chuchote alors un indice énigmatique à Shu concernant cette taupe mystérieuse dans l'agence. Plus tard, Tatsuya et Miles sont assis dans une pièce, Tatsuya étant visiblement troublé, réfléchissant à qui le véritable suspect pourrait être. Après quelques instants, Miles lui dit adieu et quitte le bureau. Tatsuya, quant à lui, s'enfonce davantage dans ses recherches et quelque chose sur son ordinateur le choque. Il se précipite dehors, déterminé à agir, tandis que tout près dans l'ombre, l'informateur qui se trouvait devant chez Shu plus tôt observe. Tatsuya monte ensuite dans sa voiture et essaie d'appeler Shu, mais l'appel ne passe pas. Il se dirige vers l'endroit où se trouve Shu et finit par réussir à passer l'appel. Il dit à Shu qu'il doit le rencontrer d'urgence, mais un coup de feu retentit, surprenant Shu. Alarmé, Shu se précipite sur les lieux avec Kisara à ses côtés. Mais à leur arrivée, il trouve le corps sans vie de Tatsuya affalé dans sa voiture. Shu fait une scène exagérée et cliché de cinéma en tombant à genoux de désespoir. Soudain, il remarque une silhouette sombre en train de courir à travers le parking et immédiatement, Shu ainsi que Kisara donnent la chasse. En se rapprochant, Shu réalise que la personne est le même informateur qui lui avait fourni des informations. Croyant que cet homme est le meurtrier de Tatsuya, Shu et Kisara parviennent à le capturer après une brève poursuite. À leur grande surprise, l'homme se présente comme le blond Beta-Simp Mikhail. Shu menace de le dénoncer à moins qu'il ne confesse, mais Mikhail insiste qu'il n'est pas celui qui a éliminé Tatsuya, et pour prouver son innocence, il les emmène dans une installation de surveillance cachée. À l'intérieur, Shu et Kisara sont stupéfaits de voir une opération de haute technologie
où des douzaines de personnes surveillent les flux en direct des caméras de vidéosurveillance placées dans toute la ville. Comme un pervers caché, Mikhail révèle qu'il a accès à presque toutes les séquences de sécurité de Byron City, ce qui lui permet de toujours avoir une longueur d'avance. Ils affichent les images de surveillance du moment du meurtre de Tatsuya, mais l'enregistrement montre seulement le dos d'une silhouette encapuchonnée tirant le coup de feu et s'en allant. Déçu et frustré par le manque d'informations, Shu n'est pas plus près de trouver le coupable. Le jour suivant, Shu assiste aux funérailles de Tatsuya et après la cérémonie, Miles lui propose de le ramener chez lui. Pendant le trajet en voiture, Shu jette un œil au bras de Miles et remarque un tatouage qui provoque une sombre réalisation. Sans montrer d'alarme, Shu reste calme et demande tranquillement à Miles pourquoi il a éliminé Tatsuya. Miles avoue à Shu que Tatsuya a découvert la vérité, car il avait compris que la seule personne en dehors de Shu à avoir un accès direct aux informations sensibles concernant les démons n'était autre que Miles lui-même. Réalisant que sa couverture était compromise, Miles n'avait d'autre choix que d'éliminer Tatsuya, son propre partenaire. Il emmène Shu dans un parc isolé où Shu révèle calmement qu'ils sont actuellement entourés par les forces de police. Miles sourit car il sait que les flics humains sont comme des soldats en papier pour lui et commence soudainement à se transformer en démon. Tout le monde à proximité est stupéfait lorsque sa forme monstrueuse émerge. La police ouvre immédiatement le feu, mais Miles dévie sans effort chaque balle avec un puissant bouclier énergétique. Shu, pris dans le chaos émotionnel, se tourne vers Kisara et demande s'il y a un moyen de capturer Miles. Vivant, Kisara lui dit solennellement qu'il n'y en a pas, car Miles a éliminé Tatsuya et s'il n'était pas arrêté, il continuerait sa série. Elle avertit Shu de ne pas être un héros faible et de mettre ses émotions de côté pour le bien de tous. Soudain, Miles déclenche une série d'attaques puissantes, principalement dirigées contre Ayano. L'assaut la blesse et juste au moment où il est sur le point de l'achever, Sharon arrive sur une moto rapide, l'attaquant à plusieurs reprises avec un poignard. Cependant, la femme stupide ne réalise pas que Miles, étant un démon, se régénère rapidement de ses attaques. Il frappe Sharon, mais Ayano intervient à la dernière seconde, perturbant son attaque et donnant à Sharon une chance de se retirer. Shu, réalisant qu'il n'y a pas d'autre option, donne finalement à Kisara le signal de terminer. Il l'embrasse, transférant son énergie, et lui demande de préserver les souvenirs de Miles avant de donner le coup final. Kisara, maintenant pleinement chargé de l'armure scénaristique, se précipite vers Miles juste à temps pour couper les chaînes se dirigeant vers Sharon et Ayano. Miles la frappe dans le dos, mais elle se rétablit rapidement et reprend l'offensive. Elle esquive ses attaques et parvient à couper le reste de ses chaînes. Miles la frappe fort et bien qu'elle part avec son épée en l'air, elle reprend l'équilibre et plonge vers lui, le poignardant dans le dos. Miles retire la lame et la projette au loin, puis il se concentre sur Shu avant de se précipiter vers lui. Shu, préparé cette fois, lève son arme et tire un coup précis dans la tête de Miles, le tuant sur le coup. Kisara s'approche ensuite, met sa main dans celle du démon tombé comme un chirurgien amateur et extrait ses derniers souvenirs. Dans ses souvenirs, un jeune Shu regarde tandis que Miles se rapproche de sa famille. Au fil du temps, Miles crée un lien authentique avec les parents de Shu. Cependant, tout change lorsque sa fille tombe gravement malade. Désespéré et consumé par le chagrin, Miles passe tout son temps à l'hôpital jusqu'au jour où il est abordé par le démon le plus puissant, Asmodeus. Asmodeus promet de guérir sa fille si Miles accepte de suivre ses ordres. Désespéré, Miles accepte le marché. Cette nuit-là, il se rend dans une grotte sombre où il trouve Asmodeus sous la forme de la mère de Shu. Le père de Shu est en train de mourir par terre tandis qu'Asmodée se prépare à en finir avec Kana, la jeune sœur de Shu. Juste avant le coup final, Miles intervient et sauve Shu, insistant que cela ne faisait pas partie de leur accord. Et de manière plutôt surprenante, Asmodeus laisse Shu vivre. Miles porte ensuite le garçon inconscient hors de la grotte, juste au moment où une explosion massive détruit tout derrière eux. Plus tard, fidèle à la parole d'Asmodeus, la fille de Miles se rétablit miraculeusement. Pour rembourser sa dette et peut-être soulager sa culpabilité, Miles commence à accueillir Shu comme son propre enfant, l'élevant comme un fils.
Shu et les autres retournent à leur base et commencent à discuter du mystère croissant entourant Asmodeus et les raisons de la mort du père de Shu. À la surprise générale, Sharon se lance dans une présentation PowerPoint bizarre expliquant sa théorie. Elle montre qu'à travers l'histoire, il y a eu un démon qui réapparaît constamment en possédant différentes femmes. Plus important encore, partout où ce démon est apparu, il y avait toujours une augmentation soudaine de l'activité démoniaque, ce qui a entraîné la destruction complète de la zone. Sharon conclut qu'ils poursuivent le même démon depuis des siècles, qui est Asmodée. Ayano suggère qu'Asmodée pourrait être apparu pour la première fois à Beron City il y a 12 ans, cependant sa mère lui dit de la fermer, en insistant sur le fait que les démons ont émergé d'abord et qu'Asmodée est apparu après, attiré par le cœur de la ville, qui est une source d'énergie précieuse pour tous les démons. Selon elle, toutes les réponses sont cachées dans la vieille mine qui a coulé dans l'océan lors d'un incident il y a 12 ans. Motivé par cette théorie, Ayano sort en trombe et conduit en ville pour rencontrer son amie, Leafa, qui est clairement agacée et lui demande ce qu'elle veut. Ayano lui montre des photos de l'océan en indiquant la zone générale où se trouvait la mine et en demandant ses coordonnées exactes. Leafa, cependant, lui dit que la zone est complètement restreinte et interdite aux civils, et qu'il ne s'agit pas d'un film où l'on plonge dans un immense océan. La situation s'intensifie quand Ayano conduit à un pont avec Leafa, questionnant pourquoi le gouvernement a caché cette information au public. Quand Leafa reste silencieuse, Ayano sort un pistolet et demande à nouveau les coordonnées. Effrayée et anxieuse, Leafa insiste sur le fait qu'elle ne connaît pas l'emplacement précis. Soudain, un missile s'écrase sur la route juste devant eux, mais Ayano fait une embardée juste à temps pour l'éviter. Choquée, elle se tourne vers Leafa et l'accuse d'être une balance, de l'avoir trahi auprès du gouvernement. Mais Leafa a l'air tout aussi confuse et effrayée. Avant qu'il ne puisse comprendre la situation, un homme blond avec un bras mécanique heurte leur voiture. Sur un char d'assaut à proximité, un soldat grande gueule et un homme avec une afro crient à Ayano, lui disant qu'elle est entourée et que sa mère et le quartier général sont assiégés. Juste à ce moment-là, le bêta-blond Mikhail apparaît à l'écran. Il salue Leafa avec désinvolture et lui demande si tout va bien, mais Leafa lui dit qu'elle est juste sortie faire un tour en voiture avec son ami et qu'elle va bien. Cependant, Mikhail semble ne pas se soucier et ordonne à Ayano de se rendre, menaçant d'envoyer sa mère au manoir des Milf. Ayano, bouleversé par la gêne et la pression, se prépare à sortir de la voiture. Mais juste à ce moment-là, un hélicoptère militaire massif apparaît juste au-dessus de l'endroit. Tout le monde est stupéfait alors qu'il ouvre le feu, réprimant l'ennemi. Force. Ayano est encore plus choquée lorsqu'elle voit que le pilote n'est autre que Shu. Sa mère apparaît sur le moniteur, lui demandant de monter dans l'hélicoptère avec Shu, et heureusement, Leafa transmet les coordonnées de la mine immergée directement sur le téléphone d'Ayano. Ayano monte à bord de l'hélicoptère avec Shu, et il s'envole vers la mine sous-marine. Pendant ce temps, Kisara et Sharon voyagent par bateau vers la même destination. Kisara avoue qu'elle ne peut pas permettre à Shu de faire face à plus de dangers et promet de sauver Kana. Elle-même, Sharon demande la clé USB et Kisara la lui remet. Sharon révèle un détail terrifiant. Elle montre comment chaque épidémie forme un motif, alors qu'Asmodée essaie de dessiner quelque chose avec la destruction. Et maintenant, ce même motif est presque complet, avec le point final reposant près de la mine submergée. Sharon conclut qu'Asmodée a possédé la mère de Shu il y a 16 ans. Kana est née après cette possession, ce qui signifie qu'elle est une demi-démone. Shu, quant à lui, est né avant la possession, ce qui le rend entièrement humain. Sharon explique que l'objectif ultime d'Asmodée est de créer une société où les démons et les humains coexistent paisiblement. Malheureusement, cet idéal est presque impossible à atteindre et Kana est au centre de cela. Elle est probablement encore en vie, piégée sous l'océan, et son existence pourrait être la clé pour ouvrir un portail qui permettrait à des hordes de démons d'envahir la ville, éliminant des millions. Finalement, Kisara et Sharon atteignent la mine submergée et commencent à explorer les grottes sombres. En s'approchant du centre,
elles découvrent une jeune fille inconsciente et ligotée et réalisent qu'il s'agit de Kana. Kizaru est submergée par l'émotion et se précipite vers elle, mais elle sent soudain que quelque chose ne va pas. Elle se retourne juste à temps pour bloquer un coup de pied de Sharon. Sharon explique que Kana ne peut pas être autorisée à vivre car elle est trop dangereuse. Même si elle est sauvée maintenant, il y aura toujours la menace qu'elle soit utilisée pour ouvrir le portail vers le monde des démons. Kizaru refuse de reculer, déclarant que Kana est la seule famille restante de Shu et qu'elle ne laissera personne lui faire de mal. Ailleurs, Mikhail apprend enfin à connaître Asmodeus et comment la porte du monde démoniaque peut être ouverte par Kana. Sans hésitation, il autorise une frappe nucléaire et appuie sur un bouton qui active une arme basée sur un satellite dirigé directement vers l'île. De retour dans la grotte, le corps de Kana commence à briller. Puis son dos éclate et une énorme main démoniaque émerge juste au moment où le rayon satellite tire. Le rayon se dirige vers l'île juste devant Shu et Ayano, mais lorsque la fumée se dissipe, il réalise que l'île est toujours intacte. Soudain, une gigantesque main démoniaque jaillit du sol et s'élève vers le ciel. Kizaru, sous sa forme démoniaque, vole au-dessus en portant Sharon. Elle réalise qu'Asmodeus a maintenant pris pleinement contrôle du corps de Kana. Sharon se bat vaillamment, repoussant chaque attaque. Kizaru essaie d'aider, tranchant la nuée avec son épée. Shu, observant depuis les hauteurs, se tourne vers Ayano et lui dit de prendre les commandes avant de sauter, déterminé à aider. Alors que Sharon est submergée et projetée au sol, Kizaru se prépare à intervenir, mais un clone de Kizaru apparaît soudain devant elle, suivi d'une main la saisissant par derrière. Le clone s'approche et commence à étrangler la vraie Kizaru. Un coup de feu retentit dans l'air et le clone est abattu par Shu qui court vers Kizaru et la serre contre lui. Il l'exhorte à l'embrasser pour qu'elle reprenne des forces, disant qu'il ne se soucie pas du nombre de souvenirs qu'il perd. Cependant, Kizaru commence à pleurer en lui disant qu'elle ne peut plus le faire parce qu'elle a peur qu'il perde complètement son identité. Avant que l'un ou l'autre puisse faire quoi que ce soit d'autre, Kizaru est soudainement transpercé par derrière et du sang s'échappe de sa bouche alors que Shu regarde avec horreur. Apparaissant derrière elle, tenant la lance qui l'a poignardée, n'est autre que la sœur de Shu, Kana, désormais entièrement possédée par Asmodée. Kizaru, empalé par une lance démoniaque, lutte pour l'enlever de son corps, mais n'y parvient pas. La douleur intense provoquée par cela déclenche des visions d'un jeune Shu, et soudain les environs brillent comme une rave cosmique. Pendant ce temps, Ayano manœuvre son hélicoptère aussi près que possible de la gigantesque main démoniaque dominant le combat, criant à Shu de monter à bord. Shu, fixant Kizaru comme un enfant lorgnant des bonbons, dit à Ayano qu'il ne peut pas la quitter. Kizaru, faiblement, l'exhorte à se sauver, mais il est obstiné et reste sur place. Heureusement, Sharon arrive en courant par derrière, attrape Shu par la taille et les fixe tous les deux à l'hélicoptère tout en abandonnant Kizaru derrière. Alors qu'il s'envole, la main démoniaque disparaît dans les airs, laissant Kizaru suspendu et toujours empalé comme une brochette. Alors que Kana la regarde avec colère, Kizaru serre à nouveau la lance et les souvenirs de Shu envahissent son esprit. Elle découvre que Shu était un véritable séducteur, ayant eu des relations amoureuses avec Ayano et Sharon à plusieurs reprises. Furieuse, elle arrache la lance et se retourne contre Kana, aveugle de rage. Elle lève son arme pour couper la jolie petite tête de Kana, mais s'arrête à la dernière seconde, se rappelant que Kana est la sœur de Shu. Cela donne à Kana le temps de charger un rayon puissant et elle tire sur Kizaru qui tombe inconsciente dans l'océan. Shu, suspendu sans défense à l'hélicoptère, observe cela comme un acolyte inutile dans sa propre histoire. Pendant ce temps, Ayano essaie de piloter l'hélicoptère loin, mais Kana apparaît devant et se prépare à lancer une attaque magique. En voyant cela, Ayano crie que Shu, son frère, mourra si elle frappe l'hélicoptère. Kana s'arrête soudainement et regarde Shu, mais avant qu'elle puisse agir, un énorme laser l'engloutit,
Mikhail, qui a été totalement inutile jusqu'à maintenant, a observé depuis un centre de commandement. Il a décidé de lancer une attaque nucléaire sur Kana car il considère qu'elle représente une menace pour toute la ville. Cependant, alors que la poussière se dissipe après l'attaque du faisceau laser, Kana flotte toujours. Frustré par ses armes de seconde main, Mikhail ordonne une autre attaque. Celle-ci détruit les ailes de Kana et elle tombe dans l'océan à côté de Kisara. Peu de temps après, Ayano, Shu et Sharon emmènent rapidement Kisara à l'hôpital. Sharon rapporte que les médecins ne peuvent pas trouver de battement de cœur ni d'onde cérébrale, et même la guérison démoniaque de Kisara ne fonctionne pas. Ayano demande si elle se réveillera, et Sharon dit qu'ils ne peuvent pas le dire puisqu'elle n'est pas humaine. Ayano se renseigne sur Kana qui, selon les données satellites, se trouve immobile à 200 mètres sous l'eau. Ayano se demande aussi si elle est morte, mais Sharon en doute car Kana a survécu à une lance à travers sa poitrine pendant 12 ans. Le laser l'a probablement seulement mise en pause et elle reviendra sans doute pour se venger. Cependant, comme une optimiste désespérée, Ayano demande si Kana pourrait vivre à nouveau en tant qu'humaine. Sharon dit que cela dépend si quelqu'un peut éveiller son humanité, mais avertit que son organisation, l'Abbaye Céleste, considère Kana comme un démon de rang S et qu'ils enverront des agents pour l'éliminer, bien que Sharon craigne que Kana ne détruise la ville en premier. Pendant ce temps, Mikhail planifie la défense de la ville et se concentre intensément sur l'éradication de Kana. Sa sœur, Linnua, suggère de sauver la moitié humaine de Kana, mais Mikhail soutient que le risque est trop élevé car elle pourrait tout anéantir. Linnua demande si la ville est au courant et Mikhail admet qu'il a diffusé de fausses nouvelles sur un volcan sous-marin pour éviter la panique. D'autre part, Shu est assis au chevet de Kisara, priant pour son rétablissement. Il décide que la ville de Byron ne vaut pas la peine de se battre sans elle, et si elle se réveille, il abandonnera tout pour s'enfuir avec elle. Miraculeusement, Kisara se réveille et dit qu'elle ne se soucie que de Shu et promet de le protéger. Shu l'embrasse étroitement et elle le presse de fuir et d'arrêter de combattre les démons. En réponse, il sourit et accepte qu'ils partiront ensemble, mais Kisara dit qu'elle ne peut pas y aller. Shu offre ses souvenirs pour restaurer sa force et elle demande s'il est sûr de sa décision. Shu confirme et ils s'embrassent longuement, mais au lieu de perdre des souvenirs, Shu les retrouve tous. Choqué, il essaie de l'arrêter mais Kisara le retient, l'embrassant alors que son passé revient en mémoire. Il se souvient avoir travaillé avec Ayano, son ex, et avoir rompu avec elle dans un restaurant, affirmant que leur relation ne fonctionnait pas. Ayano, qui était en pleurs à cet endroit, pensait que c'était parce qu'elle était mauvaise pour faire des sandwichs. Shu, cependant, a expliqué qu'il ne pouvait gérer que des démons de rang D ensemble et qu'il avait besoin d'un voyage en solo pour devenir plus fort. Plus tard, il a rencontré Sharon alors qu'ils chassaient tous deux un démon gelé qui n'était autre que le corps de Kisara empalé dans une grotte. Shu lui ment en disant qu'il voulait un trésor caché dans la grotte et non le démon et s'est associé à Ayano. Cependant, il a ensuite volé le corps de Kisara et de retour à son appartement a utilisé un cercle magique et un livre de magie noire pour la lier, payant avec des souvenirs pour son obéissance. Il prévoyait d'utiliser Kisara pour tuer des démons et gravir les échelons de la ville de Byron. Un jour, il se vanta auprès d'Ayano que les démons l'emportèrent sur les humains et confirma même qu'il vivait avec Kisara. Jalouse, Ayano l'avertit qu'il perdrait son vrai lui, mais Shu sourit, affirmant qu'il avait une sortie infaillible. Plan. Plus tard, il a donné à Kisara un livre de contrat, disant que cela simplifierait leurs rituels horaires, les liant jusqu'à ce que le contrat soit annulé. Comme un vendeur douteux, il a minimisé les termes en les qualifiant de trucs basiques et a fixé le rituel 6 heures plus tard. Kisara, une nerd qui lit tout, a repéré un terme manquant et a trouvé un minuscule texte sur la dernière page. Grâce à sa vision démoniaque, elle a vu que Shu pouvait annuler le contrat seul. Lors du rituel, il a répété la phrase de résiliation mutuelle, s'attendant à ce qu'elle touche sa tête. Au lieu de cela, Kisara l'a embrassée et alors qu'un Shu confus protestait, elle a révélé qu'elle avait réécrit les termes. Désormais, les baisers activeraient son pouvoir et elle seule pourrait annuler le contrat. De retour à la réalité, Shu attrape Kisara, exigeant des réponses, mais il est trop tard. Elle a unilatéralement annulé le contrat, perdant tous ses souvenirs de lui, leur lien, tout. Elle est réveillée, mais c'est une étrangère, laissant Shu avec son passé, mais sans avenir avec elle. Alors que Kisara demande à Shu qui il est de l'autre côté, Kana se réveille enfin de sa sieste énergisante
et vole au-dessus de l'océan avant de tirer un puissant rayon au loin. Ce faisceau finit par toucher un aéroport, détruisant de nombreux avions. Pendant ce temps, Mikhail, comme tous les chefs incompétents, ordonne enfin la libération de la mère d'Ayano de sa cellule, réalisant qu'elle est la seule capable de guider ses troupes pour défendre correctement la ville. De retour à l'hôpital, Shu essaie d'aider Kisara à se souvenir de qui elle est, mais elle ne se souvient même pas de son propre nom, puis il l'embrasse sur le front, attrape son épée et quitte la pièce, prêt à affronter Kana au combat. Pendant ce temps, Ayano est également entièrement équipée et attend près de l'océan, prête à affronter Kana. Sharon s'approche d'elle sur sa moto et dit à Ayano qu'elle est là uniquement pour dire au revoir parce qu'elle en a assez de cette violence constante et quitte cette ville maudite. Ailleurs, Shu, comme un accro au shopping, commande quelque chose sur Amazon et grâce à Prime, la livraison est ultra rapide. Il monte dans le camion et commence à trier son nouvel équipement. Pendant ce temps, alors que Kana s'approche de la ville, la mère d'Ayano donne l'ordre d'ouvrir le feu. L'armée lance une attaque à grande échelle sur Kana avec un hélicoptère d'assaut qui tire des balles sur elle, créant un nuage de fumée massif. À leur surprise, alors que la fumée se dissipe, Kana apparaît complètement indemne. Elle a généré un champ d'énergie autour de son corps qui la protège de tous les dommages. Mikhail leur ordonne de continuer à attaquer car ils ne doivent pas laisser ce démon mettre le pied dans la ville. L'armée ouvre à nouveau le feu, mais Kana reste calme, absorbant chaque attaque sans effort. Ayano décide de passer à l'action et sort l'artillerie lourde. Elle tire avec un énorme lance-roquette sur Kana et cela semble enfin avoir un effet. Quand la fumée se dissipe, le bouclier de Kana a disparu et elle est furieuse. Elle croise le regard d'Ayano et commence à préparer sa prochaine attaque. Ayano court et se cache derrière un char, évitant de justesse une rafale de puissantes explosions. L'armée reprend le feu, mais Kana passe devant eux, poursuivant Ayano sans relâche. Alors qu'Ayano se retourne et tire en retour, ses tirs n'ont aucun effet. Pour aggraver les choses, son pistolet s'enraye, la forçant à affronter Kana à courte distance. Cette dernière commence à charger son puissant rayon à bout portant et aurait anéanti Ayano, mais Shu arrive juste à temps, l'emportant alors que la zone est détruite par le rayon de Kana. Ils atterrissent sur un toit et Shu dit à Ayano qu'il a retrouvé tous ses souvenirs et que Kisara ne se souvient plus de rien. Ayano demande ce qu'ils vont faire maintenant et Shu lui dit qu'ils doivent se battre de toutes leurs forces et espérer qu'ils pourront atteindre Kana pour l'aider à reprendre le contrôle. Shu explique qu'ils vont attirer Kana dans une centrale électrique abandonnée pour éviter les pertes civiles. Ayano est confuse et demande pourquoi Kana ferait cela. Soudainement, Sharon apparaît et dit que Kana viendra parce qu'elle déteste Ayano et toutes les autres filles avec qui Shu a déjà couché. D'après Sharon, Shu et Kana sont connectés sur un plan spirituel. Même lorsque Kana était scellée sous le plancher océanique, elle était forcée de regarder les relations de Shu. Au final, c'est juste une petite fille, une qui est jalouse des autres femmes dans la vie de Shu. Juste à ce moment-là, Kana surgit d'un bâtiment voisin à la recherche d'Ayano, seulement pour se recevoir un missile en plein visage de la part de l'armée arrivée plus tôt. Cela met Kana en colère et elle déchaîne une horde de bêtes démoniaques pour distraire les soldats pendant qu'elle recherche Ayano et Sharon. Étonnamment, Shu apparaît devant elle sur son hoverboard, choquant Kana. Elle lève le bras pour le frapper, mais ne peut pas le faire car Shu parle doucement en disant qu'il veut rester avec elle car elle est sa seule famille restante. Ces mots font remuer la volonté humaine de Kana en elle. Se rendant compte que ce n'est pas suffisant, Shu claque des doigts et s'excuse pour ce qu'il est sur le point de faire. Soudain, une multitude de tentacules attrape Kana. En même temps, Ayano tire des lance-roquettes sur elle et Shu dégaine son épée pour foncer. Kana se libère rapidement et s'envole dans le ciel, invoquant sa lance magique. Shu la suit sur son hoverboard, s'engageant dans un intense combat aérien. Ils s'affrontent avec force, échangeant des attaques tandis que Shu lutte pour rester en l'air. Il finit par battre en retraite et Kana le poursuit en lançant des explosions magiques. Au dernier moment, Sharon frappe Kana contre un mur avec ses tentacules et Ayano la frappe à nouveau avec son lance-roquette. Pourtant, Kana riposte avec une autre explosion magique, mais Shu la bloque et la dévie avec son épée.
Il se déplace alors rapidement, esquivant ses attaques et volant directement vers elle pour un nouvel affrontement. Kanna le domine cette fois et le repousse. Alors qu'elle se prépare à l'achever, Ayano et Sharon lui tirent dessus par derrière, offrant à Shu des précieuses secondes. Il essaie d'attaquer à nouveau, mais ne peut se résoudre à blesser sa sœur. Kanna le frappe au sol, alors que Kanna fonce de nouveau sur lui. Sharon protège Shu juste à temps. Kanna essaie de le poursuivre, mais Ayano la frappe avec un autre explosif, créant une nouvelle opportunité. Shu tente de frapper à nouveau, mais Kanna le dévie et l'envoie s'écraser dans un arbre. Elle charge ensuite Ayano, mais est soudainement arrêtée par Kisara qui apparaît et bloque la lance de Kanna. Tout le monde est choqué alors que les deux démons commencent un combat brutal, échangeant des coups. Kanna tire des faisceaux d'énergie, repoussant Kisara. Shu la rattrape et lui dit de poignarder Kanna au cœur car c'est le seul moyen de l'immobiliser et de la sceller. Kisara fonce sur Kanna, esquivant les attaques tandis que Shu fournit un tir de couverture. Elle réussit un coup, mais Kanna esquive et s'envole. Avant que Kanna ne puisse riposter, Sharon la frappe en plein air et les militaires ouvrent à nouveau le feu, la projetant vers le sol. Dans un accès de rage, Kanna libère 3 autres démons de son corps et les envoie vers la ville. Sharon et Ayano se séparent pour poursuivre les nouvelles menaces tandis que Shu et Kisara restent derrière pour s'occuper de Kanna. Shu embrasse Kisara, débloquant ses pouvoirs latents, puis elle se dirige rapidement vers Kanna et les deux s'affrontent dans un duel aérien épique. Shu dit à Kisara d'amener Kanna à portée et alors que Kanna s'approche, Shu tire avec son arme anti-démon, la frappant et finalement la faisant s'écraser au sol. Kisara se précipite et poignarde Kanna avec son épée, mettant fin au combat. À la suite de cet événement, Kanna est arrêtée et enfermée dans les chambres les plus profondes de la ville. Sharon retourne à sa base et Shu se rend au cimetière pour rendre hommage à ses parents ainsi qu'à Miles. À l'extérieur du cimetière, Kisara, qui n'a pas de souvenir antérieur, l'attend. Le duo retourne à son appartement et à leur surprise, Kanna, sous sa forme humaine, est assise dans la cuisine à dévorer de la nourriture comme si elle n'avait jamais mangé un morceau auparavant. Kanna, qui s'est échappée de sa prison, croise le regard de Kanna et se prépare pour un autre affrontement. Pour aggraver les choses, Ayano arrive aussi sur les lieux pour une véritable bagarre à 3. Si vous avez atteint la fin de ce résumé d'anime, laissez un commentaire en écrivant « Dommage émotionnel » et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.